Bien, bonsoir à toutes et à tous, et merci d'être restés veillés pour réfléchir ensemble à, disons, au revers matériel de la pensée de Bruno Latour à travers des interventions diverses d'archivistes et de bibliothécaires. Je vais vous les présenter dans un instant, puisqu'en effet, le legs de Bruno Latour transmet d'une certaine façon un certain sens du don et très clairement une volonté de transmission qui est manifeste et connue par ailleurs tout au long de sa pratique scientifique. Et bien entendu, il est difficile, quand on est archiviste, de ne pas s'intéresser à la manière dont les traces d'un savant se transmettent, surtout quand ce savant évidemment lui-même pris pour objet la question de la fabrique de la science. Donc forcément, les archives de Bruno Latour forment un défi pour tout archiviste, et nous allons essayer les uns, les unes et les autres de décliner les différentes formes de ce défi, y compris sur le plan juridique, comme toute archive scientifique, mais également sur le plan archivistique, puisque cet art de rassembler, qui est un art des archives aussi, un art politique d'ailleurs, est manifestement lié à une circulation de la parole qui, évidemment, nous intéresse au premier chef. Alors, avant de passer la parole à mes collègues, qui, Odile Gauthier-Voiturier tout d'abord, l'archiviste responsable de Sciences Po, plutôt... Peut-être que j'ai un peu inversé le propos, mais voilà. Disons, la responsable des archives de Sciences Po. Voilà. Mais bon, les archives, vous savez, c'est la continuité. Les responsables passent, les archivistes demeurent. Donc, Odile Gauthier-Voiturier commencera, toute seigneur, tout honneur, à prendre la parole à propos, effectivement, de ce qui reste comme trace, pas seulement administrative, et aussi de livres de Bruno Latour à Sciences Po. On évoquera aussi, bien entendu, l'école des mines. Et puis ensuite, nous cheminerons à travers le destin de ces archives personnelles. Vous savez sans doute que ces archives personnelles ont été données tout d'abord en juillet 2019 sur la gauche à la ville de Beaune. L'archiviste qui s'en est occupé, qui les a classés, ne peut pas être là ce soir, mais elle m'a transmis un texte que je vous lirai. Et depuis, c'est ce fonds qui a fait l'objet d'un classement, nous examinerons un petit peu son contenu, a fait l'objet par la MSH de Beaune, de Dijon, pardon, décidément, donc d'une numérisation. Et donc c'est Stéphanie Drix, qui est directrice adjointe de la MSH, qui parlera de ce fonds et de sa numérisation, puisque Hervé Marchal, le directeur, ne pouvait pas être parmi nous. Ensuite, ce fonds, donc deuxième étape, a, après le décès de Bruno Latour, un autre fonds, non pas est apparu, mais un reste en quelque sorte, ce qui restait rue Danton, mais ce qui restait aussi à Châtel-Perron. Et dans un dialogue que nous avons pu mener avec Chantal Latour, et en compagnie d'ailleurs de Franck Lebovici, que je salue, qui a joué un rôle très important, l'idée de transmettre ce qui pouvait rester aux archives nationales, notamment le fonds dit numérique, évidemment qui demande un traitement un peu particulier puisqu'il est forcément expérimental. On n'a pas encore tout à fait l'habitude de traiter des disques durs. Eh bien, ce fonds donc a fait l'objet d'un don aux archives nationales, comme vous le voyez sur la droite, qui a occasionné le 6 mai 2022 une cérémonie au ministère de la Culture en présence de la ministre et de la famille. Donc là, c'est mes collègues à ma gauche immédiate, Martine Simbli-Babaru, responsable de la mission des archives audiovisuelles aux archives nationales, qui présentera, puisqu'elle a fait la collecte des disques durs et autres supports numériques, moi-même j'y ai participé, donc j'en dirai quelques mots, et Thierry Clerc, qui est le responsable de la bibliothèque des archives, expliquera aussi comment nous avons fait le choix d'intégrer une partie de la bibliothèque annotée, de Bruno Latour, dans le fond, ce qui permettra de reposer la question du lien des sources entre archives, carnets, livres,
et livres annotés. Enfin, nous terminerons ce parcours avant la discussion sur justement la question de l'accès, l'accès en ligne avec le projet de numérisation de Dijon et plus globalement le devenir en réseau de ces fonds et de ces livres, puisqu'il y a aussi des livres encore au Media Lab, j'en dirai un mot. Donc, je vais peut-être tout de suite passer la parole à Odile pour qu'elle nous parle, au fond, de Bruno Latour à Sciences Po ou à travers les archives de Sciences Po. Merci beaucoup Yann. Bonsoir à tous. Merci donc à tous les courageux qui sont restés après une journée extrêmement dense de réflexion et de recherche sur Bruno Latour. Comme Yann vient de le dire, effectivement, le fonds d'archives personnel de Bruno Latour ayant été remis d'une part aux archives municipales de Beaune et d'autre part aux archives nationales, 2 entrées. Pour une fois, ce qui est rare, n'est-ce pas Bruno, à Sciences Po, nous allons nous intéresser à propos de Bruno Latour à des archives beaucoup plus institutionnelles, et notamment sur la période où il a été notre directeur scientifique entre 2007 et 2013. Ce qui a été très intéressant quand j'ai pu essayer de voir ce que nous avions comme archives, donc au département archives de la Direction des ressources et de l'information scientifique de Sciences Po, sur Bruno Latour et émanant de Bruno Latour, c'est de voir qu'il y avait effectivement des traces, comme l'a dit Yann, extrêmement variées, diverses. Avec tout d'abord une dimension tout à fait administrative, son dossier de professeur des universités pour sa partie de carrière comme enseignant et chercheur à Sciences Po, donc dans le fond du pôle académique de la Direction des ressources humaines, et également, et c'est un sujet d'actualité, son dossier d'agent sorti de Sciences Po en 2017, au moment de son départ à la retraite. Donc dans ces dossiers-là, ça va concerner vraiment la partie administrative de sa carrière. Mais par ailleurs, pour le côté beaucoup plus intellectuel, il est possible de retrouver ses plans de cours, des formations notamment de master, dans un autre fonds qui a été versé par l'école doctorale, l'école de la recherche. Cela, c'est pour vraiment cette partie d'enseignants-chercheurs. Et je pense que le contenu des 2 autres fonds qui sont représentés par mes voisins de droite et de gauche seront extrêmement complémentaires de cette dimension administrative d'enseignants. La plus grosse partie de fonds que nous conservions actuellement, grâce notamment à Michel Gardette, qui était présent donc tout à l'heure et qui est une des chevilles ouvrières de ces journées, malgré sa discrétion permanente, ce sont les archives de la direction scientifique. Donc c'est un gros fonds. Quand Bruno Latour est arrivé donc en 2006 et qu'ensuite Richard Descoings lui a proposé de devenir directeur scientifique de Sciences Po, il a eu une action extrêmement variée, diverse, presque protubérante. Et à travers le fonds d'archives, on voit son action, donc l'action de Bruno Latour, tous azimuts en faveur de la recherche. C'était à la fois promouvoir, par exemple, le recrutement des professeurs permanents de premier plan, recruter des professeurs de niveau international selon les standards internationaux. On trouve un certain nombre de cartons sur ces recrutements et en fait une mise en œuvre extrêmement rapide. D'autre part, la question de la convergence des statuts pour rapprocher les enseignants-chercheurs des chercheurs. Une réforme aussi qui a abouti et qui est arrivée à la constitution finalement d'un certain nombre de dossiers concernant des enseignants-chercheurs et des chercheurs, avec le choix qui a pu être fait en fonction des statuts déjà antérieurs pour converger. Mais également une mise en œuvre extrêmement rapide de la création et de la refondation des instances collégiales de la recherche à Sciences Po, de lieux où se discute toujours aujourd'hui la politique scientifique, les départements, donc les départements selon les différentes disciplines, mais également le conseil scientifique et le sénat académique. Et nous avons un certain nombre de cartons, d'archives, qui concernent la mise en œuvre de ces instances, le choix qui a été fait et qui avait été validé par Richard Descoings à l'époque, et la mise en œuvre également extrêmement rapide.
Un autre projet de développement qu'avait Bruno Latour, ça a été de doter la recherche de moyens supplémentaires, avec la création d'un appel à projet qu'on appelle le SAB dans le vocabulaire interne de la maison, le Scientific Advisory Board. C'est un appel à projet financé sur un budget Sciences Po et financé donc par ce SAB. Également la mise en œuvre d'outils pour obtenir des financements compétitifs avec la création d'une mission qui existe toujours, la mission d'appui au projet scientifique, la MAPS. Un autre point était, et ça je pense que cela a été évoqué aujourd'hui et qu'on en reparlera dans les jours qui viennent, ça a été ce qui a été un des éléments les plus visibles à l'extérieur de Sciences Po, d'élargir le périmètre disciplinaire. Le Media Lab, dont Yann reparlera tout à l'heure, pour le numérique, le Centre des politiques de la Terre pour les études environnementales, SPIP pour les arts politiques, et avec la création ensuite de la Maison des Arts. Donc ça a été une évolution très importante qui a été rendue visible dans le paysage de Sciences Po, également rapidement, et dont on retrouve des traces dans ce fonds de la direction scientifique, 159W pour les intimes. On retrouve aussi des traces et des dossiers importants de la refondamentalisation de la formation et de la recherche et de la manière de la mettre en œuvre, du développement des méthodes pédagogiques inspirées de l'anthropologie, des sciences expérimentales et des arts, ce qui était vraiment ce à quoi Bruno Latour tenait énormément, de faire dialoguer les différentes disciplines et les différentes méthodes, et d'inviter les intellectuels les plus fameux ici même, dans cet amphithéâtre Boutmy, mais aussi pour d'autres occasions. Donc ce fonds-là de la direction scientifique pourra être exploité par des chercheurs qui voudraient conforter aussi tout ce qu'ils vont pouvoir aussi trouver dans les deux autres fonds d'archives, parce que je sais, et je vois Marie-Françoise qui est arrivée, directrice des fonds des Archives nationales, et je sais que dans le fonds qui est arrivé aux Archives nationales, il y a aussi beaucoup de documents qui sont extrêmement complémentaires de ce fonds papier. Mais on va trouver aussi des traces de l'action de Bruno Latour durant ces quelques années à Sciences Po, donc de 2006 à 2013, dans d'autres fonds. Et c'est cela qui est très intéressant de voir. On dit que les archives sont des documents produits ou reçus par une personne dans l'exercice de son activité. C'est de voir évidemment tous les échanges qu'il y a eu avec les directeurs scientifiques, les directeurs successifs de Sciences Po, et notamment dans les archives de Richard Descoings, qui est mort donc subitement en avril 2012. On retrouve des notes de Bruno Latour avec des titres toujours assez amusants et des comptes rendus, des réunions de travail. On voit l'activité quotidienne qu'il pouvait y avoir et la manière dont Bruno Latour partageait ce à quoi il réfléchissait pour faire évoluer la politique scientifique de Sciences Po avec la direction. On retrouve aussi notamment beaucoup de choses sur les visites du Media Lab. Des textes enseignants de Bruno Latour sont également conservés dans les archives de Richard Descoings. Et ensuite, dans les archives de Frédéric Mion, qui a été directeur de Sciences Po par la suite, également de très nombreux comptes rendus de réunions, de visites, de travail en commun. Et en complément, dans les archives numériques de ces deux directeurs, il est certain qu'il y a aussi beaucoup de choses, et pour l'instant, ça n'a pas encore pu être identifié. Ce qui est enfin intéressant, c'est de voir que dans les archives d'autres directeurs de différentes directions de Sciences Po, comme la direction des affaires internationales, il y a aussi de nombreuses notes. On voit la manière dont travaillait également le COMEX à Sciences Po et l'importance de cette mise en œuvre d'une nouvelle politique de la recherche. Enfin, il y a également des traces de l'activité de Bruno Latour dans des archives personnelles de chercheurs, et je pense qu'à l'avenir, on pourra encore en trouver d'autres. Et donc, ces fonds seront à votre disposition si vous souhaitez travailler dessus de l'autre côté de la rue. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher Odile. En effet, tu évoquais le Media Lab. C'est juste pour vous donner un aperçu des quelques 2000 ouvrages qui s'y trouvent, concernant beaucoup les Science Studies. J'y reviendrai tout à l'heure.
un fichier Excel pour l'instant, mais avec peut-être beaucoup de choses à noter. C'est une enquête qui reste à faire. Alors, pour poursuivre donc notre voyage dans la pensée concrète ou matérialisée par les archives et les livres de Bruno Latour, évidemment, son geste fondateur en juillet 2019, qui consiste à donner, je dirais, mais aux archives de sa ville natale et de celle de sa famille, évidemment, pourrait faire l'objet, devrait faire l'objet d'une mention, d'un signalement particulier, comme une sorte de geste pro anima fondamental. Certains donnent une vigne dans les cartulaires médiévaux. Bruno Latour a donné ses archives. Bref, je donne la parole à Émilie Rouilly, l'archiviste qui ne peut pas être parmi nous, qui a classé ses archives et qui a, en fond, dialogué, essentiellement par mail, avec Bruno Latour pour construire ce plan de classement que vous avez sous les yeux et que nous reviendrons, sur lequel nous reviendrons. L'inventaire est en ligne sous forme de PDF, mais on verra tout à l'heure que bien d'autres choses vont être en ligne issues de ce fonds. Donc ce fonds qui fait environ 8 mètres linéaires, pour parler dans le langage des archivistes, vous l'avez vu d'ailleurs, il était entreposé pour l'essentiel sur cette image à gauche dans l'arrière-bureau de la maison de Châtel-Perron, de son bureau-maison de Châtel-Perron. Donc c'était un fonds déjà pré-archivé, voire même archivé par lui, puisque, au fond, beaucoup de ces choses avaient été étaient closes, en quelque sorte, de longue date. Mais je laisse la parole à Émilie Rouilly et je lis son texte. C'était au mois de mai 2022. Je me souviens qu'il était venu seul dans mon bureau. Toutes ses archives étaient là. J'avais déjà fait un gros travail de classement. J'étais très stressé. Lorsqu'il est entré, j'avais trouvé Bruno bien affaibli par rapport à 2019, quand nous nous étions rendus dans sa maison de campagne pour aller chercher ses archives. Quelle journée! Malgré la chaleur de juillet, il avait aidé à porter les boîtes dans le camion. Il avait un sourire radieux. Il avait l'air heureux et soulagé. Je me souviens qu'il portait un vêtement noir et une écharpe, tel que sur la photo que j'ai prise et qui apparaît sur la page de titre de mon inventaire. Il m'a salué et m'a souri. Nous avions tellement échangé par mail que nous étions heureux de nous rencontrer enfin pour voir où en était le travail. Il s'est tourné vers le mur de boîtes d'archives, puis vers moi, et m'a dit « Ce sont mes archives ?» J'ai dit « Oui » en souriant. Il m'a répondu « Mais je suis en train de vous faire un travail de titan. Je suis vraiment désolé. » Il avait vraiment l'air désolé. Je lui ai répondu « Monsieur Latour, vous ne pouvez pas savoir à quel point ce fonds est intéressant et enrichissant pour moi. C'est un plaisir plus qu'un travail. » Il a ri et m'a dit « Tant mieux alors. » Puis il a parcouru des yeux les différents titres provisoires que j'avais écrits sur des boîtes provisoires aussi. Ils correspondent pour beaucoup, c'est moi qui fais la parenthèse, aux ensembles que vous voyez sous les yeux. Il s'est avancé vers celle qui contenait les fameux carnets de terrain et a dit « Ces carnets sont très précieux et très importants pour moi. C'est sans doute le plus important dans ce fonds. Bien sûr, les chercheurs pourront les lire et j'espère qu'ils y trouveront des choses intéressantes. J'y tiens beaucoup. » Nous avons un peu discuté de ces carnets. Je ne me souviens plus de tous les détails, mais je notais dans mon esprit que je devais les mettre en valeur et lui parler déjà d'une numérisation. Il m'avait avoué que ce serait une bonne idée. Je l'ai invité à s'asseoir et lui ai d'abord passé une boîte où j'avais rassemblé des archives personnelles, retrouvées ça et là. Il a ouvert la boîte et les a soigneusement parcourues. Il y avait notamment des faire-part de communion et des lettres qu'il avait écrites à sa grand-mère. Il a dit « Effectivement, cela n'a rien à faire ici » et a placé la boîte vers lui. Je me suis assise à ses côtés. Nous avons abordé mon plan de classement qu'il avait déjà étudié. Je lui faisais part, par mail, de toutes mes avancées, tous mes questionnements, toutes mes suggestions, mail auxquels il répondait à chaque fois. J'avais fait quelque chose de plutôt chronologique.
Il m'a d'abord dit que mes questions et mes suggestions étaient intéressantes. Puis, il m'a expliqué que, lors de toutes ces années de travail, il avait abordé de grands thèmes, les science studies, l'anthologie des modernes, bref, ce qui correspond aujourd'hui aux grands titres de l'inventaire. Et pour chaque ouvrage, il m'expliquait dans les grandes lignes pourquoi et comment il appartenait à tel grand thème, ce qu'il avait voulu aborder et étudier. Ensemble, nous avons donc replacé son œuvre dans chaque grand thème en suivant une chronologie. Le plan de classement était né. Malheureusement, des détails de ces explications m'échappent aujourd'hui, mais on peut les retrouver en lisant l'œuvre de Bruno Latour. Il en a profité pour parcourir d'autres de ses archives, et c'est à ce moment-là que je lui ai demandé de faire son portrait. Il m'a posé des questions sur la venue des chercheurs, en précisant que beaucoup viendraient certainement de l'étranger. Voulait savoir de quelle manière il pourrait consulter le fond. C'était très important pour lui. Lors de notre conversation, il m'a rappelé cette idée de numérisation. Puis il a dû prendre congé en me disant qu'il devait se rendre le soir même à une conférence sur Pasteur. Je lui avouai alors que j'avais acquis son premier ouvrage sur le sujet et lui demandai une dédicace qu'il fit avec plaisir sur le livre. Il prit avec lui la boîte d'archives personnelles en me disant qu'il me la rendrait à notre prochaine rencontre. Je lui ai répondu qu'il pouvait la garder sans aucun souci. Je le raccompagnai dans la cour de l'hôtel de ville de Beaune. Il m'a de nouveau dit combien il était heureux que ce fonds soit bientôt disponible aux chercheurs et m'a remercié pour mon travail en s'assurant qu'on garde un contact régulier. Je l'ai regardé partir rejoindre la voiture où très probablement Chantal l'attendait. Il avait sa petite boîte sous le bras. Je ne me doutais pas que c'était la dernière fois que je le voyais. Donc, ce fonds de Beaune, merci Émilie in absentia de ce témoignage. Comme vous le voyez sur cette image, selon une logique qui relève quasiment du duché de Bourgogne, n'est-ce pas, a fait l'objet auprès de la Chambre des comptes de Dijon, la Chambre des comptes de la numérisation universitaire de Dijon, donc la MSH, comme on l'appelle aussi parfois, d'une numérisation. Donc vous voyez d'ailleurs le process de transfert. Et Stéphanie Dierks va nous expliquer tout ceci. On peut peut-être, je ne sais pas Stéphanie, si vous avez prévu de commenter le contenu du fonds, parce que je crois qu'on pourra le faire peut-être pendant la discussion, enfin du plan de classement, je veux dire. Tout à l'heure, oui. On garde ça pour la discussion. Et donc, j'enclenche les slides de Hervé. Voilà. Et je vous passe la parole, chère Stéphanie, puisque Hervé Marchal, votre directeur, enfin votre collègue, n'a pas pu être présent. Et vous allez nous expliquer donc comment Beaune et Dijon ont transfiguré en numérique ce fonds d'archives papier. Merci beaucoup. Merci de me passer la parole et merci aux organisateurs d'avoir fait une place, en effet, à la question des archives. Évidemment, les collègues qui sont à côté de moi à la chaire ne me démentiront pas. C'est une question qui est extrêmement importante. Le directeur de la MSH de Dijon, effectivement, n'a pas pu venir ce soir et il vous prie de l'en excuser. Donc, je vais là commenter les diapos que nous avions préparés ensemble, dans lesquels il y a pas mal de textes. Je ne vais évidemment pas lire ce qui est au-dessus de moi. Vous avez compris que c'est une démarche volontaire de Bruno Latour que d'avoir fait cette donation de son vivant de ses archives aux archives municipales de Beaune, dont il est originaire. Il est remarquable, quoique logique, que Bruno Latour ait choisi une démarche de donation de son vivant, de ses archives, puisque il est celui dont l'œuvre a participé à la transformation de l'archive en objet scientifique. Et donc, en versant aux archives l'ensemble des documents disponibles, jusqu'aux tickets de caisse et aux post-it, Bruno Latour permet de mettre en lumière l'ensemble du processus de recherche qui a été le sien, là où habituellement, souvent, pour un scientifique, la publication d'un article ou d'un ouvrage conduit à occulter ce processus. Si cette donation est logique venant de lui, elle n'en est pas moins remarquable parce que, d'une certaine façon, cette question des archives de chercheurs, des archives de la recherche et de son traitement en tant que tel est tout de même une question assez récente et qui reste assez sensible. On aura l'occasion d'y revenir pour les chercheurs qui ont parfois du mal à entendre que leurs archives sont publiques.
On peut donc, d'une certaine façon, rendre grâce aujourd'hui à Bruno Latour de nous permettre de bénéficier de son aura, de l'aura qui était la sienne et qui reste la sienne, pour faire parler des archives de la recherche en sciences humaines et sociales. Et peut-être que dans cet amphithéâtre, il y a de jeunes chercheurs qui, du coup, seront sensibilisés à cette question, et c'est tant mieux. On peut peut-être passer à la diapo suivante. Donc, qu'est-ce qui a été déposé à Beaune? Ce sont des archives d'un scientifique qui retrace quasiment l'ensemble de sa carrière scientifique. Ce sont des archives de la recherche, c'est-à-dire des archives qui ont été générées par l'acte de recherche dans le processus de production des connaissances, pris dans son environnement institutionnel, dans la mise en mémoire de la science. Ce sont aussi des archives de la pratique professionnelle, générées par une pratique concrète de l'activité scientifique. C'est un fonds assez, très, très complet, qui contient aussi bien des papiers, des documents sonores, des photographies, des correspondances, des notes de cours, des dossiers de travail, des manuscrits, etc. Et qui concerne donc une très large période de sa vie. On peut passer à la diapo suivante. Donc avec le soutien du CNRS, je tiens à le souligner, nous avons mis rapidement en place un large comité scientifique pour accompagner le traitement de ces archives, aussi bien la numérisation que pour plus tard la diffusion et la valorisation de ce fonds. En effet, on ne souhaitait pas être seulement, et en tout cas pas exclusivement, dans une dimension patrimoniale, mais aussi penser déjà la diffusion et le partage de ce fonds dans une logique à la fois donc archivistique et scientifique. C'était pour nous une démarche importante, puisque la numérisation va permettre la mise en réseau, finalement, d'objets du savoir qui sont constitutifs de ce fonds. Donc ce n'est pas simplement une mise à distance de contenu. Ces contenus numériques sont construits pour des usages et des publics présents et futurs. Et donc pour nous, il est important que cette mise à disposition numérique se fasse dans un cadre tracé par un comité scientifique. Diapo suivante, merci. Donc en parallèle de la mise en place de ce comité scientifique, on a traité le fonds lui-même. Donc les opérations ont commencé il y a quelques mois finalement, parce que c'était en mars. Traitement par le pôle archives, documentation numérique, donc le pôle ADN de la plateforme Humanité numérique que je dirige, donc c'est la raison pour laquelle je suis aussi là ce soir, qui est une plateforme qui est labellisée par le réseau national des MSH et par un COS plateforme pour notre région Bourgogne-Franche-Comté. Donc ce pôle ADN est de façon générale à la disposition des chercheurs en sciences humaines et sociales, en mettant à disposition des outils, des équipements, des compétences aussi et des expertises afin de traiter des corpus, dont le fonds Bruno Latour. C'est un pôle qui a l'habitude de traiter différents supports, que ce soit des supports traditionnels ou nativement numériques. Cette chaîne couvre toutes les étapes. On peut peut-être vous montrer la diapo suivante. Voilà. L'idée de couvrir toutes les étapes de la numérisation, donc indexation, préparation des analyses quantitatives, qualitatives des textes, structuration des corpus, aussi bien audio que vidéo, pour une analyse future qualitative et d'éventuelles publications. L'aboutissement de ce travail de numérisation sera, dans une mesure qu'on expliquera tout à l'heure sur les aspects plus juridiques, une mise à disposition sur un portail qui s'appelle le portail Pandore, portail archives numériques et données de la recherche, qui est un portail qui héberge déjà des archives, et notamment des archives de chercheurs. Donc, vous avez le descriptif au-dessus de moi du travail qui a été réalisé. Donc, sans compter le travail du juriste qui est à mes côtés et dont on vous présentera les résultats dans quelques instants, le simple travail de numérisation représente quand même un volume horaire assez important. Donc, outre cette numérisation qui est évoquée sur cette diapo, nous avons recruté, avec l'aide de l'Université de Bourgogne, un juriste donc, qui est à mes côtés ce soir et qui nous a accompagnés dans l'analyse juridique fine de ce fonds, mais je n'en dis pas plus maintenant, puisque nous aurons un temps à ce sujet dans un instant.
quelques instants. On peut donc passer à la diapo suivante. Donc pour nous, plusieurs étapes ont donc été passées. On se tourne maintenant vers des perspectives d'analyse de ce fonds grâce à des systèmes d'intelligence artificielle, notamment de reconnaissance d'écriture manuscrite, puisque une des difficultés assez importantes qu'on a avec ce fonds, c'est que l'écriture manuscrite de Bruno Latour est quand même assez difficile à lire. Donc avec un petit peu d'acclimatation, on arrive à la déchiffrer, mais pour les chercheurs qui découvriront ou qui n'ont pas l'habitude de son écriture manuscrite, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc nous travaillons à l'essai de plusieurs solutions différentes, avec le souci de choisir une solution qui permette de lire la façon la plus efficace et plus efficiente possible cette écriture, tout en ne posant pas de problème sur la gestion des données, qui est un point auquel nous sommes assez attentifs. Et donc, on aura peut-être l'occasion d'en reparler tout à l'heure, donc je ne serai pas plus longue sur cette diapo-là. Et donc, je terminerai simplement le petit mot que je dis donc au nom d'Hervé Marchal, en remerciant tous ceux qui ont participé aux opérations de numérisation de ce fonds. J'ai une pensée évidemment pour Émilie Rouilly, dont vous avez lu le texte, vous avez entendu le texte à l'instant, qui a été vraiment la personne qui a mis en relation en fait les archives de Beaune avec la MSH de Dijon, donc à quelques kilomètres, et qui a permis ce travail de numérisation dans un temps qui est quand même un temps rapide, adapté, je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, elle a été très présente, elle nous a bien aidé à préparer cette numérisation avec le plan d'archives, notamment que vous avez vu tout à l'heure, qui a été construit avec Bruno Latour, et donc on est content de prolonger ce travail avec une numérisation qui respecte ces premières étapes qu'elle a construites avec Bruno Latour. Voilà, je m'arrête là pour le moment, avant de reprendre la parole tout à l'heure sur les aspects plus juridiques. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie Dirk. Oui, avant de revenir donc sur des aspects juridiques, on parlait un peu de contenu peut-être, même si évidemment Émilie pourrait le faire beaucoup mieux que nous, puisque ce fonds est, comme vous le voyez ici dans ce plan de classement, vous pouvez consulter l'inventaire plus détaillé, essentiellement des dossiers de travail, 7738, donc il y a des tickets de caisse, mais pas de faire-part de communion, on l'a compris. Les tickets de caisse, je pense, c'est plus d'ailleurs des justificatifs de mission que véritablement des choses liées à la vie quotidienne. Donc, en fait, c'est un plan de classement qui, Émilie, il a en fait commenté dans son texte, qui s'organise autour des différents chantiers, avec quand même quelques thèmes typologiques, puisque les carnets de terrain ont été mis à part. Dans mon souvenir, il y en a une quarantaine, je crois, entre 30 et 40. Alors, c'est des carnets vraiment de terrain, parce que Bruno Latour écrivait beaucoup de carnets, mais ceux-là, c'est les carnets de terrain, enfin, je veux dire, à la main, quoi, pas à la chambre. Effectivement, sinon, vous le voyez, on a à peu près toutes les différents chantiers éditoriaux. En fait, on voit vraiment que, en tout cas, c'est ce que ça m'inspire, que la dynamique de l'archivage est commandée par la fin des livres. Un livre se referme et des boîtes s'archivent. Et vous avez vu d'ailleurs sur la photo de Châtel-Perron, au fond, on a déjà cette logique de pré-archivage, ce qui explique peut-être aussi, sans parler de la transition numérique à laquelle Bruno Latour s'est converti quand même assez tôt, mais pas si tôt que ça, mais disons dans les années, quand je dis la conversion numérique à la production native sur ordinateur, en tout cas dans les années 2000 au plus tard, c'est ça qui explique que finalement il y ait des choses assez différentes et que la correspondance professionnelle, vous le voyez, 77-2005, ait été réunie plutôt à part et pas forcément dans les dossiers qui sont vraiment des dossiers d'écriture autant que de terrain. Voilà pour ce fonds qui est quand même volumineux, disons 8 mètres linéaires. Bon, ça veut dire que ça fait en gros, si vous voulez, une grosse travée d'archives. Et vous avez tout à fait raison de souligner qu'en effet,
l'expérience autour de ce fonds, qui est déjà en réseau. On peut mentionner ici les archives départementales de la Côte d'Or et Édouard Bouillet qui vous a accompagné sur toutes les questions de conservation préventive. Donc il y a un réseau, on va dire, de la ville, enfin de la municipalité au chef-lieu de région, hein, et effectivement la collecte après le décès de Bruno Latour. Et là, je me tourne vers son beau-frère, que je salue, et qu'on a beaucoup discuté dans ces premiers temps avec Chantal de deuil. La collecte s'est poursuivie à la volonté de Chantal Latour, donc, dans l'appartement de la rue Danton, qui était destiné de toute façon, pour le dire concrètement, à être vendu, ce qui fut fait en juillet 2023. Donc, de toute façon, il fallait trouver une destination et un statut aux archives qui restaient, hein, puisque l'essentiel du Fonds de Beaune, pardon d'être un peu topographe, venait d'un lieu de travail que nous allons retrouver tout de suite, qui est la maison de Châtel-Perron. Alors, quand on dit la maison de Châtel-Perron, hein, c'est pour ceux qui ne la connaissent pas. Il y a d'abord le château au fond, le château de Châtel-Perron, ça appartient à un châtelain, dont le nom m'échappe, mais qui est un ami de Chantal et Bruno. Il y a... Ah, ben voilà, parfait. Voilà, c'était un happening, hein, vous voyez, vous avez compris. On a tout prévu. Voilà, au moment où la mémoire me manquait, Mouscadet, c'est ça? Voilà. Et donc, il y a la maison de Chantal, si j'ose dire, qu'on ne voit pas bien derrière l'arbre. Et puis, il y a cette maison, bureau, qui a été construit d'ailleurs dans les années 90, hein, si mes souvenirs sont bons, pour Bruno, en quelque sorte, pour son bureau que vous voyez ici. Et la resserre que vous avez vue tout à l'heure est juste derrière, hein. Là, elle est pleine. Donc, c'est de là que vient le fonds, pour l'essentiel, de Beaune. Donc, à Paris, nous retrouvons voilà à Paris. Effectivement, le bureau était non pas gorgé d'archives, mais plutôt de livres. Et en effet, au souhait de Chantal, nous avons mené avec Franck Lebovici d'abord une campagne de photos de sauvegarde des lieux. Alors, moi, j'ai pris des photos, je dirais, utilitaires. Lui, un peu plus artistique, disons, ce qui permet d'avoir déjà vraiment une photographie intégrale des rayonnages, des dispositifs de travail, hein, en sachant que vous connaissez peut-être ce bureau qui était juste en face, quand même, ce qui m'a beaucoup toujours frappé, de l'immeuble des Sociétés Savantes, qui avait été créé pour le CTHS au début du siècle, mais ça donc une sorte de dialogue assez marrant, hein, c'est marqué Société Savante en grand en face. Donc ce bureau était essentiellement garni de bibliothèques et de deux grands bahuts, hein, dont vous en voyez un ouvert, et c'est de ces bahuts que proviennent des archives papier qui correspondent en effet, on va le voir, aux 10, 15, 20 dernières années, plus un certain nombre de choses. Je vais vous présenter la liste concernant l'édition ou d'autres supports. Mais nous avons souhaité compléter la collecte à Châtel-Perron, ce qui a donné lieu à une très belle journée, comme vous pouvez le voir, de soleil en juin 2023. Et effectivement, vous voyez, c'est toujours intéressant quand les archivistes se succèdent, parce que, vous voyez, ça c'était avant et ça c'était après. Donc des livres avaient déjà pris la place en partie des archives, mais il restait des archives. Vous voyez, par exemple, il y a ces boîtes de fiches au-dessus qui n'avaient pas trouvé preneur, ou plutôt, je pense que Bruno voulait les garder parce que c'était des fiches bibliographiques, et pas seulement bibliographiques, en fait, c'est des notes de lecture organisées, dont certaines d'ailleurs remontent au temps de l'agrégation. Donc un certain nombre de choses comme cela étaient à Châtel-Perron, ce qui fait que l'enjeu principal de la transmission que Chantal a voulu faire concernait évidemment l'enjeu numérique, enfin l'enjeu des archives numériques de Bruno Latour, non pas celles qui sont numérisées. Et donc le papier apparaissait dès le début presque comme une sorte de supplément, puisque le fond papier principal était à Beaune. Et concernant, c'est vrai, les 10 dernières années, autour, très centré sur évidemment Gaïa, mais l'enjeu principal, et je passe la parole maintenant à ma collègue Martine Simblé-Mamaru, était de savoir comment on allait
sauvegarder, transférer, collecter les archives numériques de Bruno Latour. Voilà, Martine, les photos donc de ce transfert, et j'ai ajouté un proto-plan de classement du fonds numérique, mais pour donner les typologies. Je te passe la parole. Oui, merci Yann pour cette introduction. Donc là, effectivement, vous voyez sur ces quelques photos, donc à gauche, le bureau de Bruno, qui n'est pas effectivement l'endroit où nous avons travaillé, mais plutôt sur la fameuse table carrée, où je crois qu'un certain nombre de personnes dans la salle se sont réunies. Et en effet, grâce à Chantal Latour, j'ai pu venir un certain nombre de fois m'installer sur cette table et pour poursuivre par la petite note personnelle donnée par Émilie Rouilly tout à l'heure. Effectivement, quand j'arrivais, Chantal me faisait monter et je m'installais et presque, tu me laissais presque l'appartement et moi je travaillais pour entrer dans ce fonds numérique. Alors avant peut-être de vous parler des archives numériques de Bruno Latour, je préciserai qu'il y a d'autres archives numériques de Bruno Latour. D'abord celles conservées par la Bibliothèque nationale de France au titre du dépôt légal du web. Donc il s'agit essentiellement du site Zone Critique et du site de la bibliographie que Bruno Latour mettait à jour. Donc ce sont deux ensembles pour avoir discuté avec nos collègues de la bibliothèque qui sont bien archivés. Donc de façon régulière, comme le fait la Bibliothèque nationale. Et donc là, ce que nous, on a collecté dans l'appartement de Bruno Latour, c'est vraiment ces archives numériques, mais également des archives numérisées, parce que les dates extrêmes de ces fichiers commencent en 1987 jusqu'en 2023. Donc en 1987, très clairement, on n'est pas dans de la production tout à fait nativement numérique, mais je reviendrai un tout petit peu plus tard, certainement un souci de numériser aussi un certain nombre de documents. Alors finalement, c'est une expérience assez particulière. Alors quand on fait de la collecte ou du traitement d'archives nativement numériques, on a l'habitude, de certaines organisations. Finalement, on entre là toute cette journée. Vous avez évoqué différents éléments de la pensée de Bruno Latour. Donc c'est pas du tout ce que l'on voit dans une première approche. Par contre, on voit tout à fait la structuration de l'information telle que Bruno Latour la concevait. Et c'est vraiment très intéressant. Si vous vous référez vous-même à la façon dont vous organisez vos propres documents sur vos ordinateurs, chacun a sa propre méthode de classement ou d'absence de classement. Il y a plusieurs écoles, chacun fait parfois comme il peut ou comme il pense, avec a posteriori des grandes angoisses où oui, j'ai mis mon fichier, je ne le retrouve pas et pourtant je sais que je l'ai créé. Mais bon, voilà, tout le monde l'a vécu, même les archivistes, je dois vous rassurer. Donc c'est toujours intéressant de voir comment une pensée numérique s'organise, se structure. Et en fait, j'ai découvert une approche qui est assez particulière. Alors d'abord, ce que nous dit les documents, la façon dont ces fichiers sont organisés, c'est que très très tôt, Bruno Latour s'est saisi de différentes possibilités qu'on pouvait avoir grâce à l'avancée de la technologie. Donc, par exemple, dès 1995, on a des photos nativement numériques, donc ce qui est quand même
le tout début de la photo numérique. Après, en 2007, il utilise le son. En 2009, les premières vidéos. Donc finalement, c'est un chercheur très pionnier dans l'utilisation de ces fonds, avec une utilisation non pas en termes d'illustration, mais tout à l'heure, Yann, tu parlais de carnet de terrain. Là, on est vraiment dans la production de l'information de terrain, puisque quand on ouvre comme ça au hasard quelques fichiers, on voit bien que c'est voilà, des couvertures de travaux qu'il a pu mener dans certains endroits, dans certains lieux, mais aussi de la collecte de matériaux pour la recherche. Donc une approche par typologie. Vous avez ainsi l'ensemble des photos qui sont regroupées dans certains répertoires, l'ensemble des enregistrements sonores, l'ensemble des vidéos. Donc une classification particulière parce qu'en effet, il y a une vraie matérialité. Alors ça vous paraît peut-être un peu particulier puisque le numérique donne parfois l'impression d'être immatériel, mais bien au contraire, c'est très matériel. Donc une volonté de créer une classification, comme nous on l'entend archiviste, avec l'utilisation d'une cotation. Donc un référencement des répertoires. Alors, bon, là, ce que Yann montre, c'est plus une présentation par grands ensembles qu'on a élaborés au moment, effectivement, où on a reçu le fonds, donc notamment pour la partie du contractuel. Mais sur ces ordinateurs, vous avez tout un ensemble de répertoires qui commencent par la lettre A. Donc tous les ensembles commencés par la lettre A sont tous les éléments qui sont finalisés. Et quand il utilise un autre lettrage, par exemple B ou C, il y a très peu de lettres qui sont mobilisées, on voit que ce sont des répertoires qui sont en cours. Donc voilà, vous qui avez l'habitude de travailler avec ou sur la pensée de Bruno Latour, vous ne serez pas surpris de savoir que les deux grands dossiers qui étaient en cours, c'est zone critique et où atterrir. Voilà, donc ils sont effectivement ceux qui ne sont pas dans ces ensembles de lettres A. Autre particularité, on voit également qu'il y a pratiquement une absence de brouillon. Ce qui est très surprenant parce que voilà, je ne sais pas comment vous gérez vos propres articles, mais bon, on a parfois tendance à garder ces brouillons et puis il faut vraiment du temps quand on se replonge dans certains ensembles qu'on a pu écrire il y a quelque temps, on se dit bon bah ça ne sert plus à rien, j'élimine les brouillons. Là, il y a vraiment une volonté d'absence de brouillon et Chantal me l'a confirmé en discutant avec elle. Finalement, c'est toute cette pensée en cours, en train de se constituer, et dans des carnets qui ne font pas partie du périmètre de la collecte. Et donc, dans son ordinateur, il y a essentiellement les articles tels qu'ils sont finalisés, prêts, ou les livres tels qu'ils ont ensuite été publiés dans différents périodiques ou dans différents ouvrages. Et je tenais à le mentionner parce que c'est quand même quelque chose qui n'est pas si fréquent dans des archives privées. Autre point qui est intéressant peut-être de souligner, c'est justement l'ancienneté de ces fichiers numériques. Donc je parlais de 1987, donc là on est plutôt dans des documents textuels. J'ai eu en face de moi différents supports. Donc j'ai eu l'ordinateur, alors je crois qu'il est sur une des photos, voilà, qui était l'ordinateur de Bruno Latour, donc le dernier Mac qu'il utilisait, je pense que c'est voilà, sur la photo de droite, l'ordinateur le plus à gauche, et il avait gardé tous les précédents Mac, il avait toute une série aussi de disques durs, de clés. Donc finalement, c'était pas utile de se référer aux anciens supports parce que très clairement dans l'ordinateur qui était donc celui dont il se servait jusqu'à ces derniers jours, il avait pris soin de migrer
successivement tous ces précédents répertoires, tous ces fichiers. Donc un souci aussi de conserver ces informations à portée de main, non pas éparpillées dans plein de supports différents. Et là, je n'ai pas mis de photos sur ce type de support. Il y a aussi quelques diapos, quelques CD, mais très très peu. Donc par précaution, on les a transférés après, notamment pour les diapos, Chantal a pris le soin de les regarder. Mais là aussi, c'est plutôt peut-être quelques éléments qu'il n'avait pas numérisés pour intégrer dans son ordinateur, ou peut-être des choses qu'on retrouverait à Beaune. Donc quelques éléments qui vous donnent un aperçu très, très matériel des archives de Bruno-Latour. Alors pas le contenu, parce que là effectivement ce sont mes collègues que je salue qui sont en salle ce soir, qui vont entrer dans ce contenu pour en faire le classement et dans quelque temps la mise à disposition d'un instrument de recherche. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que on se rend bien compte que entre ce qui est à Sciences Po, ce qui est à Beaune et ce qui est maintenant aux Archives nationales, il y a une vraie complémentarité. Ce qui n'est pas très surprenant, mais c'est quand même intéressant de le souligner. Donc, pour un chercheur qui s'intéresse au travail et à la pensée de Bruno-Latour, il faut bien prendre ce soin d'aller dans les différents lieux pour être sûr de ne rien laisser de côté. Donc voilà ce que je peux dire en quelques mots. Et pour peut-être terminer, je tiens encore à remercier très chaleureusement Chantal pour son aide et son amitié qui m'a permis de travailler de façon aussi proche de ces archives. Merci beaucoup. Alors justement, Martine parlait de collègues, elles sont effectivement là, puisque c'est le département éducation, culture et affaires sociales des Archives nationales, Anne Rofrich et Maria Chabarbet, qui vont désormais donc tresser un inventaire à la fois papier et numérique, ce qui d'ailleurs est pour le coup dans le domaine des archives de chercheurs contemporains assez rares. L'IMEC le fait pour Derrida, je le dis au passage comme ça, puisque Derrida a été, lui pour le coup, conservé beaucoup de brouillons. Mais je crois qu'à part cette expérience, il n'y en a pas. Donc, puisque le problème, c'est pas... Il y a d'abord très peu de fonds numériques de chercheurs, et puis alors, a fortiori, fonds numériques de chercheurs croisés avec ces papiers. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail du fonds papier, je vais passer très vite la parole à mon collègue Thierry Clair, puisqu'en effet, le gros du volume du fonds papier arrivé aux Archives nationales sont les livres annotés, qui nous ont semblé une archive en soi, à part, de Bruno-Latour, puisqu'il s'agit de livres souvent très anciens qu'il a annotés à plusieurs reprises dans sa vie, donc comme un commerce particulier. Mais vous voyez qu'il y a effectivement, en dehors, bien entendu, d'un fonds iconographique assez important et assez parfois personnel, mais pas non plus familial, un certain nombre de dossiers laissés à part, mais en gros, essentiellement sur l'œuvre en cours ou sur le travail en cours, mais il y a aussi des dossiers de presse précieux, très peu de correspondance, mais ça je crois qu'il y a, c'est un peu ce que disait Martine sur les brouillons, je crois qu'il y avait une forme de, c'est ce que confirmait Chantal, une forme de malthusianisme latourien à la conservation des papiers, parce que de fait, je vous en montrerai, on peut peut-être en montrer un exemple, voilà, on peut trouver des courriers de cette nature, qui sont évidemment, à tout seigneur, tout honneur, la lettre de remerciement de Frédéric Mion à Bruno Latour en 2017, qui évidemment clôt son dossier de carrière, qui est ici, vous voyez, son dossier de carrière personnel, en fait, le dossier qu'il a alimenté. Mais ça, à la limite, on pouvait s'y attendre. Et on trouve quelques monumenta qui, eux, pour le coup, ont fait l'objet forcément d'une conservation volontaire. Cette lettre adressée à la mère de Bruno Latour par Claude Lévi-Strauss, puisque pour des raisons sur lesquelles je ne vais pas venir, mais
pour des raisons bourguignonnes, là encore, entre la Haute-Marne et les frontières de la Haute-Marne et de la Côte d'Or, où se situe Lignerolles, la maison de campagne de Claude Lévi-Strauss, ce qu'en général on sait. Il y avait une relation entre la mère de Bruno Latour et Claude Lévi-Strauss, et donc en 1975, vraisemblablement, comme on le voit, vous voyez, évidemment, Lévi-Strauss habitait déjà 2 rue des Marionniers. Yvonne, donc, pour ne pas la nommer, envoie la thèse de Bruno Latour à Claude Lévi-Strauss pour lecture. Évidemment, et on comprend peut-être pourquoi cette lettre a été conservée, pas simplement parce que c'est Claude Lévi-Strauss, mais il y a quand même cette phrase absolument étonnante. Votre fils y apparaît déjà comme un penseur et un écrivain sûr de ses moyens. Mais associé à cette lettre tout à fait intéressante, puisque, en gros, c'est la question de tenter une analyse structurale de Saint-Jean-de-Perse, enfin, je ne vais pas rentrer dans le contenu, il y a une lettre de Lévi-Strauss à Bruno Latour, quelques mois plus tard, qui est un vrai début de discussion, pour le coup, où Lévi-Strauss dit c'est très intéressant, mais c'est pas du tout une analyse structurelle, par contre. Hein, donc voilà, vous voyez, merci de votre lettre et de votre envoi. Pour répondre franchement à la question que vous me posez, votre texte sur Saint-Jean-de-Perse m'apparaît comme une brillante exégèse, mais n'est pas, selon moi, une analyse structurale. Entre la description préliminaire du discours mythique de l'Amérique, des Indiens de l'Amérique, pardon, que j'ai oublié que j'ai besoin de lunettes maintenant, des Indiens de l'Amérique que j'ai modestement tenté, et ce déchiffrement du langage de l'être, pour reprendre votre expression, il y a un gouffre qu'une éternité de labeur ne suffirait pas à combler. Jacobson et moi avons consacré 40 pages, etc., etc. Mais ça se termine par « Cela dit, je suis naturellement enchanté que l'analyse structurale contribue à susciter des travaux d'un esprit différent de ceux qu'elle mène. Vous me proposez une rencontre, etc. » Bref, donc, dans les lettres, voilà, on a une sorte de, comme ça, je dirais, des choses très ciblées, très affectives, peut-être aussi, scientifiquement, quelques échanges aussi avec quelques grands chercheurs américains, mais on sent le tri initial, et on n'a pas ce fouillis qu'on peut trouver dans certains archives de chercheurs. Mais je passe la parole à mon camarade et collègue Thierry Clair, puisqu'en effet, nous avons fait le choix d'extraire de la bibliothèque tous les livres annotés, puisqu'en effet, là encore, Bruno Latour, pardon, je garde encore 30 secondes la parole, ne conservait pas du tout tous ces livres. Hein, donc déjà, il avait donné beaucoup de livres au fil de l'eau, mais surtout, il avait une pièce au fond de l'appartement qui, avec 6 bibliothèques de format Billy, hein, donc vous voyez, c'est pas énorme, contenait une bibliothèque que j'appelle d'autorité, de A à Z, hein, donc de Saint-Augustin à Stefan-Zweig, voilà, qui contenait des livres de tout âge, de toute discipline, beaucoup d'anthropologie, beaucoup de psychologie, pas du tout d'histoire, mais alors vraiment pas, c'est-à-dire même pas un Duby ou un Brodel qui traîne, non, vraiment pas d'histoire, rien. Rien. Carlo Ginzburg, bon, si, d'accord, mais est-ce que... par contre, une très grande diversité intellectuelle, et c'est de cette bibliothèque que 300 à 400 livres annotés ont été extraits. On vous en montrera quelques-uns. Voilà, merci Yann de me donner la parole pour le volet concernant la bibliothèque. Donc, Yann a parlé de 300 livres, mais c'est 1101 ouvrages que j'ai pu cataloguer effectivement l'été dernier pour compléter en fait notre connaissance en fait du fonds Bruno Latour qui a été donné effectivement par Chantal aux Archives nationales. Donc, l'intérêt de mon exposé, c'est de montrer comment ces ouvrages en fait, sont vraiment complémentaires en fait, du fonds d'archives et que vraiment tout ça est très imbriqué en fait, dans la manière de travailler de Bruno Latour, qui était un homme du livre. Vraiment, on sent effectivement son plaisir de fréquenter les libraires, de fréquenter effectivement les bibliothèques, et de ce point de vue-là, et les éditeurs et les auteurs, pour constituer l'ensemble en fait, de la chaîne du livre.
Donc en fait, c'est parmi ces 1101 ouvrages que l'on conserve maintenant aux archives nationales, on a tous les grands auteurs, en fait, que ce soit les auteurs classiques type Michel Foucault, jusqu'à des auteurs, des contemporains, voire des disciples en fait de de Bruno Latour, et notamment effectivement, on voit une partie très intéressante en fait de travail avec Michel Calon, qui a vraiment été quelqu'un avec qui Bruno Latour a beaucoup travaillé, mais aussi Michel Serres. On a tous ces ouvrages en fait avec des dédicaces très intéressantes. Donc c'est ce travail à la fois d'annotation, que ce soit effectivement par les dédicaces, d'annotation par le travail effectivement de Bruno Latour, qui nous a semblé intéressant de présenter sous forme de 3 vitrines qui reflètent en fait le parcours intellectuel, la formation dans un premier temps pour la première vitrine, et le parcours intellectuel dans les 2 autres vitrines de Bruno Latour, avec vraiment cette imbrication en fait archive livre qui est vraiment très présente effectivement dans ces vitrines. On peut signaler que c'est assez classique d'une génération de chercheurs, c'est pas atypique. Actuellement, on travaille sur la bibliothèque de Michel Perrault et on trouve effectivement les mêmes imbrications, le même rapport aussi au campus anglo-américain, avec vraiment énormément de dialogue en fait avec ces chercheurs américains, souvent en allant chercher en fait l'information et la réflexion aux États-Unis et en l'important en fait en France. Donc c'est vraiment quelque chose de très intéressant à analyser. Parmi donc, les ouvrages, tout à l'heure, Yann présentait effectivement le plan de classement, en tout cas l'inventaire en fait, de ce qui a été collecté. Chaque fois, vous voyez BL 16 à 19, c'est Bruno Latour, carton 16 à 19, avec effectivement l'ensemble, dans un premier temps, l'ensemble des publications de Bruno Latour, ce qu'il appelait le master. Il voulait conserver un exemplaire en fait, de chacune de ses publications. Ensuite, la bibliothèque des livres annotés extraits de son bureau, ce que vous avez pu voir. Donc là, effectivement, Yann vous met à l'écran, effectivement, c'est cette organisation. C'est ça. Donc tout ça est bien conservé, et donc vous pouvez les consulter comme tels, quasiment reconstituer en fait son armoire de bibliothèque. Puis on a effectivement sur 10 cartons la bibliothèque de travail annotée sur Gaïa, et vraiment elle est passionnante en fait. Je ne connaissais pas forcément tellement ce domaine-là, mais en me plongeant dans la bibliothèque, on arrive vraiment à reconstituer l'univers en fait, dans lequel travaillait Bruno Latour, ainsi que donc toutes les questions écologiques. Il y a également les cartons donc 33 à 47 qui sont très intéressants. C'est la bibliothèque de travail et d'autorité. Donc le terme d'autorité est très important, on va le voir dans un instant pour Bruno Latour. Ce sont vraiment les grands penseurs qu'il souhaitait avoir de part vers lui. Un peu comme Montaigne, d'ailleurs il fait référence dans certains des articles à la bibliothèque de Montaigne. Son but c'est d'avoir par ordre alphabétique. C'est-à-dire qu'effectivement on trouve tous les ouvrages en fait on a tous les auteurs, qu'ils soient antiques, classiques ou contemporains. Mais c'est une entrée effectivement alphabétique, donc on retrouve ce côté classificatoire qui est très, très important pour Bruno Latour. Et puis effectivement, toujours dans cette présentation de ce qu'on peut voir en manipulant ces ouvrages, on va peut-être montrer effectivement la manière dont procédait Bruno Latour, avec quelques exemples effectivement de livres. Et vous voyez effectivement ce travail très important pour lui. À la fin de l'ouvrage, il faut toujours vérifier en fait s'il n'y a pas des notes, des annotations. Alors, l'écriture n'est pas facile. Quand on y passe l'été, quand on passe son été avec Bruno Latour, on commence à mieux connaître l'écriture et à pouvoir l'analyser. On a également des pages cornées, beaucoup de pages cornées, beaucoup de post-it, des livres qui sont truffés de post-it. Et c'est vraiment intéressant, puisqu'on va le voir, il y a certains ouvrages qui citent dans des articles qu'on peut... Je me suis tout de suite replongé dans sa bibliothèque pour voir comment il avait utilisé cet ouvrage. Et donc, je peux voir les post-it qu'il a utilisés. Et donc, on peut faire un va-et-vient entre ses publications et donc la genèse en fait, de ces publications. Et ça, il l'explique relativement bien, ici même, à Sciences Po, en 2007, dans un colloque qui avait été organisé ici par Benoît Hiver, qui était directeur du livre et de la lecture, président du Centre national du livre, aujourd'hui effectivement éditeur Perrin, en fait, directeur de la maison Perrin. Et Bruno Latour avait parlé pour lui du travail qui consistait effectivement à prendre des notes sur un post-it à l'intérieur du cahier Clairefontaine, tout en lisant un livre dont vous cornez et gribouillez les pages. Et donc vous voyez effectivement qu'il assumait cette méthode effectivement de travail que l'on retrouve donc effectivement dans sa bibliothèque. Et dans ce même colloque,
je le cite, « Si vous regardiez les bureaux, les postes de travail d'un juriste, d'un biologiste, d'un universitaire ou d'un économiste, vous verriez finalement que le livre comme objet n'a jamais été que l'un des éléments dans ce qu'il faut bien appeler une plateforme modale de production, dont l'écran fait évidemment partie, mais où se trouvent également disposés des tirets à part, des post-it, des courriels imprimés, des recueils divers, des journaux, des notes, des archives, des dossiers de toutes espèces, ces petites littératures qu'on appelle parfois littérature grise. C'est toujours au milieu de cette écologie extrêmement complexe qu'il faut arriver à voir comment s'insinuent, disparaît ou se trouvent repensées les fonctions très variables du livre. » Je ferme je clôt la citation. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans cet article qui, pour l'instant, est inédit et qu'on espère peut-être publier, si Chantal Latour nous donne l'autorisation, on voit effectivement l'approche en fait, que Bruno Latour pouvait avoir par rapport à ses livres. Et il avait tenu des propos tout à fait éclairants et marquants sur les pratiques et les spécificités de l'objet livre en s'appuyant sur ses lectures. Je cite, « Comme le remarque Elisabeth Eichenstein dans son livre essentiel « La révolution de l'imprimé sur la crise du livre », qu'on a dans sa bibliothèque, et on sait que c'est l'exemplaire qui lui a servi, le livre est en crise depuis le XVIe siècle. En ce sens, ce que nous vivons aujourd'hui, cette légère accélération ne doit pas être perçue comme une rupture radicale entre la civilisation du livre et la non-civilisation ou la barbarie numérique. Plus loin, à rebours des plaintes continuelles sur la fin du livre, je crois qu'il est plus fécond de prendre la révolution numérique comme un analyseur, et il mettant souligné effectivement le mot analyseur, de ce que l'on a appelé l'objet livre, en pelant comme un oignon, si je peux dire, les différentes fonctions que nous avions confondues par habitude ou par paresse. Donc pour nous, historiens du livre, c'est vraiment très intéressant en fait, d'avoir cette approche de l'usage que faisait Bruno Latour et de sa lucidité en fait, par rapport à ces usages et l'importance en fait, de l'objet livre. C'est l'ensemble de ces fonctions que nous avions amalgamées qui se trouvent maintenant suivre des destins différents et que nous devons approcher avec beaucoup de soin en tant qu'universitaires, bibliothécaires, auteurs, historiens. Mais toutes ces transformations ne permettent pas de nourrir un argument quelconque sur une crise de civilisation, étant donné que cette crise de civilisation a commencé avec le caractère mobile et continue avec les 0 et les 1 de nos écrans. Et donc vous voyez effectivement la complétude en fait, qu'on peut trouver au fond conservé aux archives nationales entre le numérique et l'objet livre. C'est vraiment quelque chose que dans son esprit effectivement devait complètement être combiné. Et donc pour conclure, par rapport aux perspectives concernant effectivement le traitement de ce fonds d'ouvrages vraiment passionnant, il est important de mentionner aussi une étape qu'on n'a pas encore mentionnée dans cette table ronde, c'est l'étape en fait, de l'école des mines. Parce que je pense qu'elle était très importante. J'évoquais tout à l'heure Michel Callon, mais il est important de signaler que donc, entre 1982 et 2006, il a vraiment été très actif effectivement dans le Centre de sociologie de l'innovation et qu'il a créé un fonds, le fonds CTS, Sciences, Techniques et Société, qui a été rebaptisé d'ailleurs récemment, le 23 octobre 2023, Fonds Bruno Latour, mine. Et ce qui est intéressant, c'est que ce fonds, en fait, c'est lui qui choisissait, qui pilotait le pilotage scientifique de ce fonds, qui choisissait les ouvrages qui allaient intégrer la bibliothèque. Il a obtenu, en fait, pour ce fonds, le soutien d'Anne Gruner-Schlumberger. Et c'est ainsi que l'École des Mines a pu se doter en fait, de ce fonds de culture générale. Et l'ambition en fait, de Bruno Latour, c'était faire lire des livres à un ingénieur. Le choc était plutôt rude. Et maintenant, effectivement, c'est une grande fierté de l'École des Mines d'avoir le fonds Bruno Latour directement accessible hein, dans la salle de lecture. Donc, il nous reste effectivement à mettre en réseau en fait, l'ensemble des fonds d'ouvrages soit constitué par Bruno Latour, soit qu'il a inspiré, comme celui effectivement des mines. Le travail a commencé, on est en contact avec la bibliothèque des mines, on est également en contact donc, avec Sciences Po, on va travailler avec Beaune, avec la bibliothèque municipale de Beaune, qui a un certain nombre de livres, alors plutôt des œuvres de Bruno Latour, qu'on a déjà en fait dans le fond, le master, mais c'est toujours intéressant de toute façon d'avoir ce dialogue, puisque c'est ainsi que Bruno Latour pensait les bibliothèques. Dans un article resté célèbre dans le monde des bibliothécaires, publié dans le Bulletin des bibliothèques de France en 2011, il insistait sur le fait que plus les bibliothèques se répandent, plus elles deviennent centrales. Il avait mis en place 5 thèses, en particulier le rôle en fait, des bibliothécaires aujourd'hui, qu'il pensait être plutôt des formateurs,
puisqu'en fait, il donne forme à l'océan des informations. Et il disait que bibliothécaires, archivistes et chercheurs devaient travailler davantage ensemble, parce que les chercheurs, c'est eux qui apprennent à naviguer sur la mer des données. Et donc, je crois qu'effectivement, à travers ce qu'on va essayer de faire aux Archives nationales en réseau, avec les autres institutions, on va, en quelque sorte, aller dans le sens, en fait, de ce que voulait Bruno Latour. Merci. Merci beaucoup Thierry. Alors, effectivement, 1000 livres, parce qu'on a été vraiment latourien jusqu'au bout, si j'ose dire, puisqu'en fait, il y en a 300 et quelques annotés comme celui-ci. Et je précise que, par exemple, la grande transformation, il y en a 2 versions en français, plus la version en anglais annotée. Donc, quand on parle d'exégèse, puisque, alors parfois, on a le même livre racheté, parce que peut-être qu'il ne l'avait pas sous la main, les versions anglaises des livres pour les conférences annotées, mais différemment, etc., etc., mais autour d'un nombre d'autorités qui est extrêmement parlant, bien entendu, pour n'importe quelle personne qui a lu Bruno Latour, immédiatement, y compris sur des références qu'on peut parfois penser marginales, et y compris, bien sûr, sur les auteurs philosophiques de la tradition classique. C'est-à-dire que sur Spinoza, vous avez de l'éthique annotée depuis l'agrégation, mais avec des fiches, y compris glissées, etc., etc. Donc, quand je dis on a été latourien, c'est-à-dire qu'il y a sur les 1000 ouvrages, en quelque sorte, cette condensation, on a retenu également, parce que tu l'as dit, mais pour que ce soit clair, les livres cornés, les livres semi-annotés, on va dire, et les livres, je dirais presque surchargés comme celui-ci, où il y a, vous l'avez vu, c'est de la rédaction, en fait. Vous voyez, par exemple, cette page-là, à gauche, c'est un texte continu. Ce n'est pas du tout... c'est ce que les littéraires et les bibliothécaires appellent un inédit. Et les livres en anglais sont annotés en anglais. C'est-à-dire que sa réflexion, il la poursuit en anglais. En fait, c'est vraiment très intéressant. Au début, je pensais que c'était du français, mais c'est bien l'anglais, en fait, qui... c'est quand j'avais du mal à décrypter, mais à partir du moment où maintenant je sais décrypter... Non, mais ça se lit très bien. Par rapport à un notaire, objectivement, par rapport à l'écriture des notaires du XVIe siècle, bon, ça y ressemble un petit peu, d'ailleurs. C'est par rapport aux notaires de Bourgogne, oui. On va revenir vers la Bourgogne. Alors, je précise aussi qu'en effet, ce travail de réseau, et vous avez compris qu'on ne dissocie pas archives et bibliothèques, ce qui, effectivement, pour un chercheur, on sait tous très bien que les chercheuses, leur premier réflexe, c'est de dire que leurs archives, c'est leur bibliothèque, au sens leur référence intellectuelle en réseau. Donc c'est aussi une façon de le montrer, mais là, pour le coup, le travail n'est pas terminé. D'abord parce que Sciences Po, grâce à Michel, a récupéré aussi un fonds, notamment le fonds du livre d'art. Alors là, pour le coup, il n'est pas annoté, mais pour des raisons, je dirais, parce que c'est des livres d'art. Mais rien que l'inventaire, ce fonds, dit énormément, est passionnant. Et il y a le travail sur la bibliothèque du Media Lab, qui est donc, dont j'ai montré tout à l'heure brièvement l'extrait du tableau Excel. Et j'en appelle à Michel, puisque je pense qu'il faut extraire les livres annotés. Je pense qu'il y en aura peut-être moins que Spinoza, Saint-Augustin. C'est pas le même type de commerce. Et je parle volontairement de ce commerce textuel, de cette mendication, avec ce qu'on peut trouver de plus technique au Media Lab ou de plus spécialisé. Mais je pense que il y a quand même près de 1500 ouvrages, donc ça mériterait justement de compléter la bibliothèque des autorités. Et maintenant, avant peut-être qu'on échange un petit peu, je donne la parole à nouveau à Stéphanie, puisque la particularité donc, de tout ce travail en réseau, c'est qu'elle est aussi accompagnée d'une véritable réflexion juridique, donc pas simplement typologique, sur le lien entre archives, bibliothèques, mais sur, évidemment, l'accès. Alors l'accès au papier, vous l'avez compris, notamment aux archives nationales, les livres seront accessibles comme des documents d'archives. Je parle sous le contrôle de mon directeur des archives nationales qui est devant moi. C'est-à-dire que, et là, pour le coup, ce sera une originalité, c'est-à-dire que la grande transformation, elle sera communiquée comme un document d'archives. Pas, je veux dire, voilà, précisément du fait de son caractère archéologique. Et vous avez bien compris que les annotations et aussi les post-it et aussi, je dirais même les plus petits coins de lecture sont traités comme des objets archéologiques. Mais la numérisation, qui, elle, ne peut pas être en 3 volumes, enfin pour l'instant, pose évidemment des questions d'accès, surtout en ligne. Et donc Guillaume Kerr, expert juridique,
et Stéphanie donc vont vous rendre compte du travail qui a été fait, en lien d'ailleurs aussi avec Marie Cornu, qui travaille beaucoup sur les archives, le droit des archives. Oui, donc pour poursuivre, on va faire un duo. On peut passer la diapo suivante. Il y a certaines diapos, on passera rapidement et après, dans le fil de la discussion avec la salle, si on pourra revenir, bien entendu, sur certaines des diapos. Donc, la numérisation, elle avait plusieurs objectifs et elle a toujours plusieurs objectifs qui consistent à conserver et à préserver ces archives, et certaines pièces sont d'ailleurs assez fragiles, et donc la numérisation avait vraiment un intérêt certain pour ces pièces-là, sous un aspect de conservation et de préservation. Cette numérisation, elle sert aussi à pouvoir diffuser et valoriser ce fonds, diffuser évidemment auprès des chercheurs, mais aussi, on l'espère pour une bonne partie, auprès du grand public, sur la fameuse plateforme que j'évoquais tout à l'heure, qui est la plateforme Pandore, qui est hébergée à la Maison des sciences humaines et sociales de Dijon. Donc ça permettra notamment de pouvoir consulter de partout et d'éviter des déplacements. Je pense notamment aux jeunes chercheurs qui n'ont pas toujours les moyens de faire des voyages en France pour venir consulter les archives. Le fait de les numériser et de les mettre en accès le plus large possible permettra, on l'espère, de favoriser les recherches. Cette numérisation, elle pose aussi évidemment la question du statut des archives. Ces archives sont considérées bien sûr comme des archives publiques, puisqu'elles ont été produites dans le cadre d'une mission de service public, et donc elles rentrent dans le cadre de l'application du Code du patrimoine. Et cette qualification, elle invite, et c'était le souhait de Bruno Latour, à une large accessibilité de ce fonds d'archives qui comprend, comme vous l'aurez entendu déjà, et je le redis, à la fois les archives qu'il a lui-même récoltées pour nourrir sa réflexion et produire sa recherche, la façon dont ça a été récolté et traité, ça vient d'être dit et très bien dit, et puis également le traitement avec ce qu'il a produit comme recherche. Donc, tous ces trois dimensions, les archives récoltées, la façon dont ça a été récolté et la production finalement de ses propres archives, tout ça est contenu dans ce fonds que nous avons traité à la MSH. Ces documents ont aussi, malgré cette qualification d'archives publiques, ces documents ont aussi parfois un fort caractère personnel. Alors, ce n'est pas une particularité du fonds Bruno Latour, hein, c'est un point commun avec les fonds des autres chercheurs qu'on a pu traiter et qui ont pu être traités, qui mêlent aussi, parmi ces éléments publics, des éléments privés. Ça a été rappelé avec les faire-part de communion. Donc, évidemment, les cas les plus... les documents qui sont apparus tout de suite personnels à Émilie Rouilly, elle les a enlevés, mais il n'empêche qu'il y a dans ce fonds encore des éléments qui touchent à la vie personnelle de Bruno Latour. Donc il y a un balancement qui est assez classique sur des fonds de chercheurs, mais auxquels on doit faire face aujourd'hui, balancement entre les archives publiques et les documents qui sont protégés par des règles qui relèvent du droit privé, de la protection de la vie privée, des droits de la propriété intellectuelle, et il nous a fallu trouver un équilibre entre ces différentes règles de droit qui s'appliquent et qui ont vocation à régir ces archives. Donc, d'où l'importance du recrutement de Guillaume, qui est à mes côtés, qui a travaillé pendant plusieurs mois sur ces archives, qui les a vraiment dépouillées feuille à feuille, en essayant de comprendre l'écriture de Bruno Latour, pour pouvoir faire une analyse juridique assez fine de ce fonds. On peut passer à la diapo suivante, et je vais laisser remonter. Voilà. Celle-là, elle est parfaite pour laisser la parole à Guillaume, et puis pour qu'il puisse vous expliquer le travail qu'il a fourni sur ces archives. Merci Stéphanie. Effectivement, on parle d'accès aux archives numérisées. Alors l'accès, c'est finalement un sens assez large qui convient peut-être d'apporter quelques nuances entre la communication, entre la diffusion et entre l'exploitation justement de ces archives qui sont numérisées. Et du coup, ce ne sera pas forcément les mêmes règles qui vont être du coup appliquées en fonction justement de ces trois nuances
La première, la communication, alors elle est bien connue par les archivistes, hein, c'est le principe de libre communicabilité. Donc depuis la loi de 2008 et même avant, c'est un principe fondamental, hein, issu même de la Révolution française, qui affirme que les documents d'archives publiques sont par principe accessibles à toute personne qui en fait la demande, à condition qu'elle ne porte pas atteinte à des intérêts protégés par la loi, tels que le secret à la vie privée, le secret du jugement, la protection de l'État, etc. Il y a donc des délais de communicabilité, donc c'est des exceptions qui vont du coup, pour les documents qui ne sont pas immédiatement communicables. Et ce délai de communiquer va être appliqué et précisé par le Code du patrimoine, en lien du coup directement avec les archives publiques, qui varient selon le type des documents. Par exemple, les documents contenant des informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée sont communicables après un délai de 50 ans. Il existe toutefois des dérogations, notamment pour les chercheurs, où il est possible d'avoir un accès anticipé à certains documents avant, finalement, le délai de communicabilité, sous réserve d'une motivation auprès de l'autorité compétente. Ensuite, une seconde nuance, la diffusion. Alors la diffusion, elle va désigner simplement en fait, la mise en ligne de ces archives numérisées sur Internet. La diffusion des archives, notamment les archives aussi administratives, doivent respecter des conditions spécifiques qu'on va retrouver dans des décrets. Tout ça pour vous dire que toutes les archives publiques ne sont pas forcément diffusables au même moment que la communication. Il y a aussi des règles à appliquer. Et une dernière nuance est l'exploitation ou la réutilisation, on pourrait aussi la qualifier ainsi. Ça va être finalement l'utilisation de ces archives pour une nouvelle utilisation autre que celle de la mission de service public par laquelle elles avaient été produites ou reçues. Par exemple, dans le cadre d'une exposition temporaire ou une publication papier. Et puisque, comme l'a précisé Stéphanie juste avant, on est sur un défi aussi de superposition de droits qui rend du coup le cheminement plus complexe, il y a la nécessité de formaliser le consentement des titulaires des droits qu'on va retrouver au sein du coup de ces archives, des auteurs en lien avec le droit de la propriété intellectuelle, mais aussi des images, par exemple. On peut passer à la diapo suivante, merci. Donc là, c'est un exemple du travail que j'ai fourni. Donc là, effectivement, c'est sur un format d'un tableau Excel, où c'est la création d'un tableau qui répertorie pour chaque document d'archives, donc cote et sous-cote, et qui applique du coup un raisonnement juridique pour permettre d'étayer un arbitrage. Alors, on a des cases, donc là, on est vraiment sur le format document de travail, et ce qui permet du coup d'avoir une analyse et un raisonnement au cas par cas à l'échelle de la pièce. Et ce travail-là a été, on va dire, l'étape préliminaire qui m'a permis ensuite, en fait, de réfléchir à un classement, à une typologie de documents d'archives sur la diapo juste suivante, qui a permis, en fait, une fois que j'ai pu effectivement analyser un petit peu tous ces documents-là, j'ai réfléchi pour créer du coup un classement. Alors pas effectivement un classement comme un classement, on va dire, d'archives, mais plutôt pour l'analyser d'un point de vue juridique, et chaque catégorie, qui sont des catégories arbitraires, hein, vous aurez pu se nommer autrement, j'y ai appliqué un raisonnement juridique en vue d'un arbitrage. On peut peut-être montrer à la suite de cette diapo-là des exemples. Alors, sur cette diapo, vous avez des références à des numéros de fiches. Donc, on va vous montrer quelques-unes de ces fiches. Alors, ça peut paraître indigeste comme ça, mais pour un travail juridique, je vous assure qu'on a essayé de le rendre le plus digeste possible. L'idée étant que ces fiches, à la fois satisfassent des juristes qui se poseraient la question du statut d'un document d'archives, et en même temps soit accessible à des non-juristes. Donc il y a
au milieu, de façon centrale, pour satisfaire le juriste qui voudrait connaître le cheminement du raisonnement de l'auteur de la fiche, vous avez le détail des règles qui sont applicables selon le type de document qui appartient à ce fonds d'archives. Et puis, vous avez donc pour vous, sur votre droite, des préconisations pour ce qui concerne donc, ce qu'a évoqué Guillaume à l'instant, à la fois la communication, c'est en haut en vert, et la diffusion, l'exploitation, c'est en bas en bleu, donc avec des propositions d'arbitrage. Alors, le droit n'est pas une science exacte, hein, c'est une science qui est basée sur le raisonnement, sur le choc des arguments. Donc, on a eu des discussions, notamment, ça a été dit avec Marie Cornu cet été, sur la présentation de ces différentes fiches, et on progresse par la discussion. Donc, ce sont des fiches, on va dire, provisoires, et elles avanceront aussi au fur et à mesure des discussions qu'on pourra avoir les uns et les autres sur ces propositions-là. L'idée qui est la nôtre, c'est d'essayer de donner, de permettre à la fois la communication, la diffusion, l'exploitation, mais dans des conditions qui soient sécurisées pour notamment les chercheurs qui pourront accéder à ce fonds, et puis également pour les archivistes qui, à Beaune, vont devoir gérer le fonds, puisque le raisonnement qui est tenu sur ces fiches, il peut permettre aussi d'alimenter la réflexion à Beaune pour ceux qui vont récupérer le fonds papier. Et puis pour nous, au sein du pôle ADN, quand on va avoir des demandes pour consulter des parties de ces archives, il faut qu'on puisse dire aux chercheurs si c'est possible, si ça ne l'est pas, expliquer pourquoi, si c'est possible sous réserve de certaines conditions, par exemple un accès restreint avec un accord de confidentialité, il faut qu'on soit en capacité d'expliquer pourquoi aux chercheurs. D'où cette démarche-là. Donc on a plusieurs fiches qui, par exemple, concernent la vie privée, puisque certains documents peuvent toucher à la vie privée. Ça peut être des courriers où sont mentionnés des événements personnels. Il peut s'agir aussi, on parlait de post-it sur lesquels il y a les numéros de téléphone, des adresses. Bon, voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas diffuser largement. Peut-être on peut avancer un petit peu dans les diapos pour ne pas prendre trop de temps. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal de petites fiches. Peut-être s'arrêter sur celles qui concernent les documents. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que moi aussi, j'en ai besoin pour voir. La fiche qui concerne le travail qu'a fait Bruno Latour au Conseil d'État. Alors qui est pour moi typiquement une partie du fond qui est assez intéressante. Donc Bruno Latour passe du temps au Conseil d'État, il y revient plusieurs fois, il rencontre les magistrats du Conseil d'État, il discute avec eux, il entend parler de certaines affaires. Et donc il sort son bouquin après relecture par les magistrats du Conseil d'État, et il explique dans son introduction qu'il ne peut pas évoquer des affaires réelles, mais donc il va réécrire les histoires. Alors évidemment, nous, dans le fonds d'archives, on a ces notes. Voilà. Alors c'est très intéressant. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller ouvrir les cartons, parce que moi, je ne suis pas allée voir, c'est Guillaume qui a fait tout le travail. Je n'ai qu'une envie, c'est d'aller voir, mais il y a des éléments qui posent problème, parce que les affaires qui sont évoquées, ces fonds-là, on ne peut pas librement les communiquer. Donc Guillaume a travaillé, propose des solutions qui sont un peu raides pour ceux qui veulent voir ce fonds d'archives. Donc ce sont des suggestions qui sont des suggestions de juristes, donc qui sont des suggestions qui mettent l'accent sur la protection des personnes qui peuvent être évoquées dans ces documents-là, mais voilà, il y a des propositions qui méritent sans doute discussion et qui entraîneront sans doute des discussions sur l'accessibilité et ensuite sur la diffusion de ces archives. Voilà. Il y a vraiment des pépites, en tout cas dans ces cartons, que beaucoup de chercheurs ont hâte de découvrir. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a défriché tout le fond. L'étape suivante, c'est d'ajouter à la donation qui a été faite par sécurité un contrat de cession pour les droits, parce qu'il y a des droits de propriété intellectuelle qui s'appliquent sur ce fonds. Et ensuite, on pourra mettre en ligne
ce que l'on peut, soit directement accessible à tout le monde, soit aux chercheurs avec des accords pour les parties qui peuvent poser problème, soit certains éléments d'archives pourraient rester mis de côté, non communicables dans les médias, pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant, de respect des droits en présence. Voilà. Super, merci beaucoup. J'ai essayé de faire court. Donc avant de peut-être conclure par des échanges, vous voyez comment c'est formidable, puisque le réseau se boucle par le Conseil d'État, puisque les archives du Conseil d'État sont conservées aux Archives nationales, donc il n'y a plus qu'à confronter les sources, les témoignages, l'accessibilité selon le Conseil, l'accessibilité selon les copies qui sont faites de certains documents qui ne seraient pas archivés au Conseil d'État, parce que tout n'est pas archivé non plus, et auquel Bruno Latour aurait eu accès. Et c'est pour ça, je pense d'ailleurs que le Conseil est un peu inquiet, parce qu'il ne met pas dans ses archives, aux Archives nationales, tout ce que voilà. Donc ça interroge même l'inquiétude de l'archive, et le droit, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous le voyez ici, n'est loin d'être une chose restrictive, repoussante, mais au contraire expérimentale, et aussi une autre façon de penser la recherche, et notamment quand en plus on a fait de l'anthropologie, de la sociologie du Conseil d'État. En tout cas, merci à toutes et à tous. J'espère qu'on vous a présenté un tableau dynamique qui reste largement à poursuivre. Et donc, si on peut répondre à des questions, sachant qu'elles sont évidemment innombrables. Monsieur, alors je ne sais pas, le protocole... Ouais, attends, il est là. Il y a monsieur. Écoutez, merci beaucoup pour votre présentation que j'ai trouvée vraiment passionnante. Merci aussi d'ailleurs aux organisateurs d'avoir permis de rendre visible cette partie-là du travail de Latour, parce que c'est vrai que c'est absolument fascinant, vertigineux, un peu terrifiant même quand on fait une thèse sur lui, comme c'est mon cas à titre anecdotique, et qu'on se dit qu'on a peut-être 3 ou 4 ans de plus de travail potentiellement sur lui. Mais alors du coup, j'ai des questions qui sont en fait très pratiques, sur les modalités d'accès ou la possibilité d'utiliser les archives. Je me demandais si vous pouviez redire un mot peut-être des outils d'intelligence artificielle qui permettent la reconnaissance des textes, de l'écriture, et sur ce qu'on peut en attendre, je ne sais pas, dans 2 mois par exemple, non mais de façon très concrète quand on... Moi, je vous conseille plutôt d'aller suivre des cours de paléographie, mais D'accord. peut-être... Mais voilà. Parce que si on attend que l'intelligence artificielle décrypte ce que je vous ai montré là, vous aurez des choses, mais il faudra passer encore plus de temps à les décrypter. Je ne suis pas sûre. Enfin, Oui. on peut... Alors, ça, c'est sûr. Il faut faire le machine learning soi-même. Pas dans 2 mois, mais il existe déjà des solutions de lecture de l'écriture manuscrite. Après, ce sont des solutions qui peuvent poser des difficultés sur les données, en fait, parce que ça signifie de donner, pardon de répéter ça, mais de donner ce que l'on a, et de se défaire de ces données dont on ne sait pas ce qu'elles vont devenir, pour y gagner la lecture de l'écriture manuscrite à court terme. Ouais. Donc, je suis pas Oui. d'un enthousiasme débordant. Donc, on cherche des solutions qui sécurisent les données. Mais Oui. les outils, ils existent. Ils fonctionnent plutôt bien. Mais oui, d'accord, il faut mieux apprendre soi-même, on va dire. Non, mais disons que, S'habituer. comme l'a dit, enfin, dans le cas concret, je pense, enfin, on a tous eu l'expérience d'écriture personnelle. Le problème là, il est en plus qu'il faut une accoutumance, en fait. Oui. Ça vient très vite. Enfin, Ça vient très vite. Guillaume. Non, mais je veux dire, c'est ça. Donc c'est sûr que si le but, c'est de faire de l'extraction tous azimuts dans les annotations de Bruno Latour, juste sur un thème comme ça, c'est sûr que ça, il faudra, je pense, des années. Mais si par contre, justement, voilà, c'est parce que, en fait, il faut apprendre à la machine à lire l'écriture de Bruno Latour. Mais c'est assez performant quand même. Enfin, franchement, je pense que c'est pas en nombre d'années. Bah, écoutez, on verra bien. On fait le pari. On le fait pari. Les utopies technologiques sont formidables. Mais c'est pas grave, hein. Sur ce sujet-là précis de l'IA, alors nous, aux Archives nationales, on fait du HTR, mais
pour chaque écriture, il y a un entraînement et il y a un modèle d'écriture. C'est-à-dire qu'on apprend à la machine à lire l'écriture. Voilà. C'est-à-dire qu'on fait d'abord une transcription pour accoutumer la machine à reconnaître l'écriture. Puis après, elle travaille seule, elle fait plein d'erreurs, on corrige, on lui envoie les corrections et peu à peu, elle s'améliore. Là, ce que je comprends, c'est que vous avez déjà réussi à entraîner une machine pour lire cette écriture. Non, pas celle-là. Non. Mais celle-là, c'est celle de Bruno Latour. D'accord. Donc à faire. De Bruno Latour. Voilà. Oui. Donc, dans le délai d'une thèse, en fait, je ne sais pas quel stade vous en êtes, hein, mais voilà, c'est une question de temporalité, là. Le temps d'entraîner la machine. Je dis C'est pour ça que je me suis permis cette remarque, De façon Stéphanie. générale, les systèmes d'intelligence artificielle ont quand même une amélioration rapide qui est assez bluffante. Donc je pense que ce n'est pas une question d'années. Ce n'est pas plusieurs années. Sur les écritures personnelles, si. Enfin, vas-y, Marie-Françoise. Marie-Françoise Limon-Bonnet, donc directrice des fonds des Nations nationales, mais surtout qui est ancienne responsable du minutier central des notaires, dont les écritures sont bien entendu Non, mais là, je parle dans le contexte de l'Université de Bourgogne et des archives départementales de Bourgogne qui ont effectivement développé un projet avec un jeune thésard, un côté ingénieur, où sur les États de Bourgogne, la preuve est faite et ça fonctionne très bien. L'intelligence artificielle, ce qu'ils ont développé, lit tous les registres des États de Bourgogne. Oui, mais... C'est une écriture à main posée, très belle, qu'il est facile d'entraîner. Et ça fonctionne très bien, j'ai vu la démonstration. Mais de façon générale, si on veut lire Bruno Latour dans 2 mois, il faut que dans 15 jours, quelqu'un nous donne 50 pages, au moins 30 d'écriture de Bruno Latour, transcrites, relues, corrigées, et alors ça marche. Mais il faut que quelqu'un se colle à ce travail. Et ce travail-là, quand on a sous les yeux ces dernières pages de je ne sais quel ouvrage, vu de loin, en tout cas sur l'écran... La grande transformation, bien entendu. Sur l'écran qui est devant de moi, on me demande si c'est de la mathématique ou des notes. C'est pas très net, c'est vrai. Mais effectivement, après, il faut trouver une victime, si je puis dire, qui va faire 50 pages et la machine sera entraînée. Et il y a aussi les variations de l'écriture en fonction des époques. Parce que, très franchement, je parle sous le contrôle de Chantal, mais je me souviens des fiches d'époque d'agrégation. L'écriture est quand même très différente. Et puis, il y a aussi les contextes. C'est-à-dire l'écriture des carnets de terrain n'a rien à voir debout, assis, couché, j'allais dire. Donc, c'est aussi à prendre en compte, pardon, chère Stéphanie, dans toutes les variabilités de l'écriture. C'est-à-dire à chaque fois, il faudra réentraîner la machine. Voilà. En fonction des périodes, en fonction des... Et corriger les erreurs. Voilà, c'est ça. Et par exemple, sur les livres à noter, en plus, là, j'ai pas une page avec imprimé plus manuscrit, mais du coup, comment traduire, par exemple, les surlignements de mots qui ne sont pas accompagnés de mots. Les schémas aussi, il y avait aussi beaucoup de schémas, il travaille vraiment en visuel, hein, il utilise vraiment l'ensemble de la page, et effectivement, faire passer une machine là-dessus, ce serait compliqué. Oui. Si, ça le fait, mais oui. Je veux dire, c'est le taux de correction qu'il y a derrière qui, moi, m'inquiète un peu, c'est tout. C'est sûr. Parce que sinon, on peut carrément lire et utiliser ces petites mains. La version optimiste, c'est de se dire, aujourd'hui, on peut faire ça, alors qu'il y a 10 ans ou même 5 ans, c'était inimaginable. Hein. Ah non, mais tout à fait. Les yeux à lire les archives. Donc, non, mais tout à fait. C'est évident que les progrès de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance graphique n'ont rien à voir. Rappelez-vous les premiers temps de l'OCR. C'est pareil pour l'OCR, on va dire, de l'imprimé. Mais l'écriture manuscrite, enfin, je ne suis pas graphologue, hein, mais ça n'a pas tout à fait la même économie psychique et sémiologique. Mais bon, je suis sûr qu'on y arrivera. Forcément, puisque c'est une utopie. C'était Aramis. Voilà, faut pas que ça devienne Aramis, par contre. Mais c'est quand même passionnant, parce que ça va permettre de voir le matériel qui a permis le cheminement de la pensée et tout à fait. La revisite de données. Enfin, ça annonce passionnant. Il faudra peut-être être un petit peu patient quand même. Oui, parce qu'on... Oui, pardon. Non, mais de toute façon, il y a du travail pour beaucoup de gens, voilà, c'est certain. Donc, si j'ai bien compris, sur les... Donc, vous avez dit que donc dans l'ordinateur et dans les archives numérisées, il y avait donc que des textes finis, en gros, pas de brouillons. Hein. Donc, ça veut dire que les brouillons en question ou des textes correspondants sont, par exemple, dans le fond de Beaune, ou qu'il n'y en a juste pas du tout. Je pense qu'ils sont à Beaune, ils sont chez nous. Ouais.
Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de brouillons dans le fond de Beaune, mais Guillaume, qui doit le connaître mieux que quiconque, voilà. Oui, il y a beaucoup de brouillons, de notes, de schémas. Non, mais de brouillons d'articles, de versions différentes. Oui, il y en a. Il y a toutes les versions, Oui. les épreuves imprimées, corrigées, par exemple, tout ça. Hein. C'est ça, tout à fait. D'accord, très bien. Bon, voilà. Et je veux Bah, pas cela dit, dans l'ordinateur, il y a, ça remonte à 87, mais je veux dire, c'est pas non plus le fond de Beaune remonte beaucoup plus haut, hein, bien sûr, en termes de temps. Par exemple, sur l'ouvrage sur le Conseil d'État, il y a la première version, celle qui avait été transmise au Conseil d'État, qui a été relue et un petit peu expurgée, Un petit peu. qui a donné lieu à la deuxième version. Un petit peu. D'accord. Et juste dernière petite question, après j'arrête de monopoliser le micro, mais c'est par rapport à l'accès à ce qui est aux archives donc nationales et donc surtout numérisées et les livres. Et oui, il y a la bibliothèque, bien sûr, qui est au centre. Comment est-ce que c'est bon? Ça y est, on peut y accéder parce que sur le site de la salle de lecture virtuelle, pour l'instant, c'est pas indiqué. J'avais regardé déjà au moment où il y avait eu l'annonce par les archives nationales il y a quelques mois. Donc voilà, c'est une question très pratique. En fait, la collecte a été faite il y a moins d'1 an. Donc, pour l'instant, non. En fait, on travaille. Voilà. Donc, c'est... Côté livre, on a un fichier Excel où vous pouvez faire des interrogations. Et puis, vous pouvez venir, effectivement, pour l'instant, les ouvrages sont à Paris, mais on va les faire tout prochainement aller à Pierrefitte et on pourra les communiquer en salle de lecture. Ben, c'est un travail. Vous voyez, regardez, vous avez juste derrière vous les personnes qui vont. La personne qui a le foulard bleu est recrutée à partir du 2 janvier pour traiter le fond. Je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, c'est recruté pour ce faire. Donc, c'est, si j'ose dire, voilà. Mais bien sûr, si vous voulez venir voir à quoi ça ressemble, mais je veux dire, en tout cas, on n'est pas encore susceptible de le communiquer comme les autres font, avec, de manière anonyme dans la salle des inventaires, etc. Ce qui est normal compte tenu des délais assez rapprochés. L'arrêté de donation date du mois de mai 2024. Hein, n'est-ce pas, cher Chantal, le jour de cette cérémonie, c'est-à-dire il y a quelques mois. J'avais une question, merci d'abord. Et j'avais une question sur les emails, tous les emails que Bruno échangeait. Il en échangeait énormément. Excusez-moi. Oui, excellente question, mais les emails ne font pas partie du périmètre du don. Voilà. Mais bon, peut-être, je peux dire pour l'instant, enfin, je ne sais pas. Voilà. Mais donc, la décision ne relève pas des archives nationales. En revanche, à Sciences Po, il y aura une partie des emails envoyés par Bruno Latour, pas forcément sa messagerie à lui, mais par exemple, la messagerie de Richard Descoings a été conservée. Et pour l'instant, n'est pas communicable. Parce qu'elle n'a pas été traitée non plus. Enfin. Et c'est la même chose du côté de... Je ne sais plus quel micro. C'est la même chose du côté des archives de Beaune. On a beaucoup de mails qui ont été numérisés. Enfin, imprimés, en fait. Qui ont été imprimés et qu'après, nous, effectivement, on a numérisé. Voilà, et ce qui est intéressant, c'est que l'échange de mails, vu qu'il y a la réponse, on a du coup à la fois la réponse et justement aussi ce qui a été écrit avant. Donc, voilà. Il a gardé longtemps la pratique, sous-entendue, d'imprimer ses mails importants. En fait, c'était un peu la question que je voulais... La réponse, en tout cas moi, de ce que j'ai vu dans le fond de Paris, c'est que quand il y a des mails très longs, qui sont des discussions, par exemple, avec un ami, un chercheur, bon, voilà, il peut être travaillé comme un article. Mais alors, évidemment, le problème, c'est qu'on n'a aucun moyen d'évaluer la représentativité de ces tirages. Hein. Mais c'est pareil pour les correspondances. Par exemple, il y a une correspondance de Luc Boltanski, très longue, isolée, mais c'est pareil, c'est parce qu'en fait, c'est une conversation. Enfin, il y en a plusieurs, mais j'ai l'impression que les documents conservés, les correspondances conservées, pardon, sont vraiment traités comme des sources potentielles, passées ou à venir, mais pas, je veux dire, pas comme si on gardait systématiquement tous les mots. Donc voilà. Après, évidemment, les boîtes mail, elles conservent plus facilement les petits mots que les longs. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Michel est par là. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre si longue attention. Nous avons dépassé, mais pas tant que ça, n'est-ce pas? Puisqu'on a commencé avec un quart d'heure de retard. Donc, merci beaucoup de votre courage pour tenir jusqu'à 8h30.